Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que toute votre vie repose sur un mensonge. Pour Jack Nicholson, ce moment est survenu au sommet de sa gloire, lorsqu'un coup de téléphone a révélé un secret si choquant qu'il aurait pu le détruire. Mais ce n'est qu'un rebondissement. Entre scandales amoureux et entrée dans l'histoire d'Hollywood, l'histoire de Nicholson est pleine de péripéties incroyables. Et voilà qu'un élément nouveau vient d'être révélé, un élément qui change tout. Alors, plongeons-nous dans l'histoire complète. La vie de Jack Nicholson a commencé sous le voile de secrets qui ne seraient dévoilés que des décennies plus tard. Il est né le 22 avril 1937 à Neptune City, dans le New Jersey, de June Frances Nicholson, une jeune fille de 17 ans qui aspirait à devenir actrice. La vie de June était alors compliquée. 6 mois seulement avant la naissance de Jack, elle avait épousé un homme nommé Donald Ferchillo, un homme de spectacle déjà marié, ce qui rendait leur union nulle. L'identité du père biologique de Jack n'a jamais été confirmée, bien que certains pensent qu'il pourrait s'agir d'Eddie King, le manager de June. Malgré la proposition de Ferchillo d'assumer la responsabilité de l'enfant, la mère de June, Ethel May Rhodes, a incité pour l'élever elle-même. Afin de préserver la réputation de la famille, Ethel a mis au point un plan. Elle éleva Jack comme son propre fils, se faisant passer pour sa mère, tandis que June jouait le rôle de sa grande sœur. Ce mensonge devint le fondement de l'enfance de Jack, et la famille s'y tint scrupuleusement. Ethel travaillait comme coiffeuse et artiste, tandis que son mari, John Nicholson, gagnait sa vie en décorant les vitrines des grands magasins. Il menait une vie modeste à Manasquan, dans le New Jersey. Jack grandit en pensant que sa famille était comme les autres, ignorant tout des vérités cachées. Au lycée, il était connu pour son humour et son charme, ce qui lui valut le titre de clown de la classe en 1954. Le secret était si bien gardé que même durant les derniers jours de June, lorsque Jack lui rendit visite à l'hôpital alors qu'il tournait un film au Mexique, rien ne fut révélé. Ses dernières paroles furent « Dois-je attendre ?» Et il répondit « Non », ignorant qu'elle était sa mère et non sa sœur. June mourut en 1963 et Ethel en 1970, important toutes deux le secret de famille dans la tombe. La vérité n'a éclaté qu'en 1974, alors que Jack avait 37 ans et était une star hollywoodienne. Un journaliste du magazine Time l'a contacté pour vérifier des informations concernant un article sur son film, Chinatown. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert des incohérences dans son acte de naissance et l'ont informé de la possibilité que sa sœur soit en réalité sa mère. Au début, Jack rejeta l'accusation, mais la curiosité le poussa à appeler son beau-frère, Shorty, pour en avoir le cœur net. Quelques heures plus tard, Shorty le rappela pour confirmer l'horrible vérité, passant le téléphone à la tante de Jack, Lorraine, qui, in larmes, avoua le secret de famille. Jack était abasourdi. À ce moment-là, June et Ethel étaient partis depuis longtemps, le laissant avec des réponses, mais sans personne à qui poser d'autres questions. Malgré cette révélation, Jack accueillit la nouvelle avec un calme surprenant. Dans une interview de 1995, il déclara « Je dirais que c'était un événement assez dramatique, mais je ne le qualifierais pas de traumatisant. Au final, cela m'a permis d'y voir plus clair sur bien des choses. Le moment de cette découverte était presque poétique. Elle est survenue juste avant la sortie de Chinatown, un film centré sur des secrets de famille enfouis. Au lieu de se sentir en colère ou trahi, Jack admirait le dévouement d'Ethel et June à maintenir les apparences. Outre sa vie personnelle, son parcours d'acteur était également fascinant. À 17 ans, Jack Nicholson est arrivé à Los Angeles pour ce qui devait être de courtes vacances, mais il a fini par s'y installer définitivement. Son premier emploi fut au département d'animation de la MGM, où il travaillait comme homme à tout faire, gagnant seulement 30 $ par semaine. Parallèlement, il rejoignit le Players Ring Theatre et commença à prendre des cours de théâtre. C'est là qu'il rencontra Roger Corman, qui deviendrait plus tard son mentor. Nicholson était déterminé à devenir acteur, mais le chemin était semé d'embûches. Les directeurs de casting le refusaient souvent, prétextant qu'il avait un physique trop hongrois ou trop italien pour les premiers rôles. Pendant près de 10 ans, il n'a pas réussi à percer et a même songé à abandonner définitivement le métier d'acteur. Pour rester dans le milieu, il commença à s'essayer à l'écriture de scénarios et à la réalisation. Roger Corman finit par lui offrir sa première véritable opportunité en lui confiant un rôle dans The Crybaby Killer, 1958. Nicholson toucha 500 $ pour ce rôle principal. Ce ne fut pas un succès retentissant, mais cela marqua le début d'une collaboration de 10 ans avec Corman.
Durant cette période, Nicholson travailla sur plusieurs films à petit budget, dont La Petite Boutique des Horreurs, 1960, où il incarnait un patient dentaire excentrique. Il écrivit également le scénario de The Trip, 1967, avec Peter Fonda et Dennis Hopper. Bien que modestes, ces projets permirent à Nicholson de nouer des relations qui s'avéreraient cruciales pour sa carrière. Nicholson plaisantait souvent en disant que Corman était le seul à lui avoir donné du travail durant ces années difficiles. Sa grande opportunité se présenta en 1969, lorsque Rip Torn quitta le film Easy Rider après une dispute avec Dennis Hopper. Le rôle de George Hanson, ou un avocat alcoolique, fut attribué à Nicholson, qui avait initialement participé au film en tant que producteur. Tourné en seulement 15 jours avec un budget modeste de 400 $, le film connut un immense succès, rapportant 60 millions de dollars. La performance de Nicholson lui valut une nomination aux Oscars et fit de lui une star du jour au lendemain. Même pendant cette période, Nicholson continua de s'investir dans d'autres projets, notamment en coproduisant le film Head avec Bob Rafelson. Il était clair que son travail acharné portait enfin ses fruits. En 1970, il incarna Bobby Dupia dans 5 pièces faciles, une performance qui consacra son statut de star hollywoodienne d'un nouveau genre. Bobby, pianiste classique de formation, avait renoncé à travailler sur des plateformes pétrolières. L'interprétation de Nicholson était à la fois brute et bouleversante. Le film comprenait la désormais célèbre scène du restaurant, où la tentative de Bobby de commander des toasts est devenue l'un des moments les plus iconiques du cinéma. Acclamé par la critique, le film a été nommé 4 fois aux Oscars et a rapporté 18 millions de dollars pour un budget de 1 million. Nicholson reçut sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur, et les critiques commencèrent à le comparer à des légendes comme Marlon Brando et James Dean. Roger Ebert alla même jusqu'à qualifier le film de l'un des meilleurs films américains. À ce moment-là, Nicholson n'était plus seulement un acteur en difficulté. Il était devenu l'une des étoiles montantes les plus prometteuses de Hollywood. Puis vint vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975. Le film fut tourné à l'hôpital psychiatrique d'État de l'Oregon avec de vrais patients comme figurants, ce qui lui conférait une grande authenticité. Nicholson était si convaincant dans le rôle que même des professionnels de la santé mentale le prenaient pour un véritable patient lors de leur visite. Son interprétation lui valut son premier Oscar du meilleur acteur et contribua à l'exploit quasi inédit du film. Remporter les 5 Oscars majeurs, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, de la meilleure actrice et du meilleur scénario. Cet exploit n'avait été réalisé qu'une seule fois auparavant, par le film New York-Miami en 1934. Le film connut un succès mondial. En Suède, il resta à l'affiche pendant 11 ans, jusqu'en 1987. L'intensité et le dévouement de Nicholson en tant qu'acteur ont une fois de plus brillé dans Shining. Sa transformation en Jack Torrance était si puissante qu'elle a même perturbé l'équipe du tournage. Des images des coulisses le montrent s'excitant frénétiquement avant la scène iconique de « Here's Johnny », sautillant sur place, serrant les poings et marmonnant pour se fondre dans le personnage. Son interprétation était si angoissante qu'elle a affecté sa partenaire Shelley Duvall, qui a subi un stress extrême pendant le tournage, allant jusqu'à perdre ses cheveux. La performance de Nicholson a marqué le cinéma d'une empreinte indélébile, faisant de Jack Torrance l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire du cinéma d'horreur. En 1989, Nicholson a pris un risque qui s'est avéré être l'un des choix les plus judicieux de l'histoire d'Hollywood. Il accepta d'incarner le Joker dans Batman pour un salaire réduit de 6 millions de dollars, bien en deçà de ses 10 millions habituels, mais il négocia un pourcentage des recettes au box-office et des produits dérivés. Une décision qui lui rapporta la somme astronomique de 60 à 90 millions de dollars. Son interprétation redéfinit le rôle du méchant dans les comics, établissant une norme qui influença les futurs Jokers, notamment Mark Hamill et Heath Ledger. D+, la carrière de Nicholson est sans égale. Avec 12 nominations aux Oscars réparties sur 5 décennies, il détient le record de l'acteur masculin le plus nommé de l'histoire des Oscars. Il a remporté 3 statuettes. Il est l'un des 2 seuls acteurs, avec Michael Caine, à avoir été nommé aux Oscars à chaque décennie des années 1960 aux années 2000. Outre les Oscars, Nicholson a remporté 14 prix majeurs sur 40 nominations, dont 6 Golden Globes, 3 BAFTA et même un Grammy Award du meilleur album pour enfants. Mais même un homme comme Jack Nicholson a eu une vie amoureuse digne des plus grands scandales hollywoodiens.
Son unique mariage fut avec Sandra Knight, de 1962 à 1968. Le nom de Jack fut associé à d'innombrables femmes. On lui prêtait plus de 2 partenaires amoureuses, un chiffre qu'il n'a jamais démenti. Au lieu de cela, il a simplement répondu « Je ne compte pas ». Sa partenaire à l'écran, Kim Basinger, l'a un jour qualifié d'homme le plus obsédé par le sexe qu'elle ait jamais rencontré, tandis que Cher a déclaré « Jack aime les femmes plus que n'importe quel homme que j'ai jamais connu. Même Meryl Streep n'est pas restée insensible à son charme. » Pendant le tournage, Jack lui proposait souvent de répéter leurs répliques autour d'un dîner, mais elle esquivait habilement ses avances. Cependant, la relation qui a véritablement marqué sa vie fut celle qu'il entretint avec l'actrice Anjelica Huston. Leur histoire débuta en 1973, lorsqu'ils se rencontrèrent devant sa maison de Mulholland Drive. Elle avait 21 ans et lui 36. Malgré leur différence d'âge, ils se sont rapidement rapprochés, mais leur relation a été marquée par les infidélités constantes de Jack. Anjelica découvrait souvent des traces d'autres femmes, comme des bijoux oubliés ou de la crème pour les mains. Un jour, elle a même aperçu sa propre veste portée par quelqu'un d'autre dans la rue. Il lui arrivait de porter les bijoux qu'elle trouvait, espérant que leur propriétaire les réclamerait, mais personne ne l'a jamais fait. Leur relation a connu des hauts et des bas, notamment une brève séparation en 1976 lorsqu'Anjelica a eu une liaison avec Ryan O'Neal. Jay Ack, pourtant, ne semblait jamais intéressé par le mariage. Lorsqu'elle aborda le sujet, il répondit sèchement « M'épouser? Tu plaisantes? » Leur relation prit fin en 1989 lorsque Jack invita Anjelica à dîner et lui confia que Rebecca Broussard, sa partenaire dans la série The Two Jakes, était enceinte. Quelques jours plus tard, Anjelica découvrit dans Playboy une autre liaison de Jack. Furious, elle se rendit sur un plateau de tournage et le confronta physiquement, le frappant à la tête et aux épaules. Jack en rit plus tard, malgré les ecchymoses visibles. Broussard eut ensuite 2 enfants avec Jack, mais finit par le quitter au bout de 5 ans pour un homme plus jeune. Jack a admis plus tard que la perdre avait été difficile, disant « On se retrouve seul, abandonné, et on ne s'en remettra pas avant 1 an, quoi qu'on fasse. » Nicholson a 6 enfants, nés à différentes périodes, mais il n'entretient une relation aussi forte qu'avec son plus jeune fils, Ray. Leur relation a toujours été très proche, forgée par des rituels simples mais significatifs, comme leur dîner quotidien quand Ray était enfant. Durant ces moments, Ray observait son père et apprenait de lui, s'imprégnant de la personnalité et des manières de Jack. On les a souvent vus ensemble au match des Lakers, leur dernière apparition publique remontant à mai 2023. Jack admire la détermination de Ray, le décrivant comme quelqu'un qui ne lâche rien et poursuit ses objectifs coûte que coûte. Sur le plan professionnel, Ray a suivi les traces de Jack en se lançant dans le cinéma et en reprenant même le sourire iconique de son père dans les publicités pour Smile 2. Les relations de Jack avec ses autres enfants ont été plus variées. Son aînée, Jennifer, née en 1963, a toujours entretenu une relation étroite avec son père et lui a donné 2 petits-fils, Sean et Duke Norfleet. Caleb Goddard, né en 1970 de Susan Anspach, a connu des débuts plus compliqués. Jack n'a reconnu légalement Caleb qu'après un certain temps. Honey Hallman, né en 1981 de la mannequin danoise Winnie Hallman, a grandi au Danemark et n'a eu que peu de contact avec Jack. Lorraine Nicholson, née en 1990, entretient une relation plus étroite avec lui et s'est également lancée dans le cinéma. Bien que Lorraine ait qualifié leur conversation de top secrète, il est clair que Jack a eu une influence sur sa vie. Cependant, toutes les relations de Jack avec ses enfants n'ont pas été positives. L'histoire la plus douloureuse concerne Tessa Guerin, née en 1994 de Janine Guerin, serveuse. Bien que Jack ait financé ses études primaires, il ne l'a jamais reconnue publiquement comme sa fille. Dans une interview de 2024, Tessa, aujourd'hui âgée de 30 ans, s'est confiée sur son expérience, expliquant qu'elle n'avait jamais eu de relation avec son père. Elle se souvient que sa mère lui avait demandé de garder l'identité de Jack secrète, comparant sa vie à celle d'Annie, une orpheline. Alors que Tessa poursuit sa carrière d'actrice, elle a évoqué les difficultés rencontrées pour se faire une place, voyant d'autres enfants de stars réussir. Elle a décrit le fait d'être qualifiée d'illégitime comme un retour au 16e siècle, illustrant le poids émotionnel de la décision de Jack de garder ses distances. Le dernier film de Jack Nicholson, How Do You Know, est sorti en 2010. C'était une comédie romantique, mais ce fut un échec retentissant. Le film a coûté la somme astronomique de 120 millions de dollars et Nicholson n'a touché que 12 millions pour son second rôle.
La production a connu de nombreux problèmes, notamment le tournage de nouvelles scènes au début et à la fin, ce qui a encore fait exploser le budget. À sa sortie le 17 décembre 2010, le film a dû faire face à une forte concurrence, notamment de la part de Tron Legacy et Yogi Bear. Il n'a rapporté que 7 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, se classant 8e au box-office. Le public ne l'a pas apprécié, lui attribuant une mauvaise note de C-. Le film n'a finalement rapporté que 48 millions de dollars dans le monde, devenant ainsi l'un des plus gros échecs financiers de Sony. Ce fut un tel fiasco que Sony l'a mentionné dans ses rapports financiers, indiquant qu'il lui avait occasionné une perte de 58 millions de dollars. Le studio a même décidé de ne pas renouveler le contrat du réalisateur, James L. Brooks. En 2014, Nicholson a eu l'opportunité de faire un grand retour au cinéma dans le film The Judge. On lui a proposé le rôle du juge Joseph Palmer, le père de Robert Downey Jr. Dans le film, ce rôle lui allait comme un gant. Le film racontait l'histoire d'un juge inflexible confronté à un cancer et à des accusations de meurtre. Les studios le convoitaient beaucoup, mais il a finalement refusé le rôle. Ce dernier a été attribué à Robert Duvall, dont la prestation fut si remarquable qu'il fut nommé aux Oscars. Nicholson refusa également d'autres rôles importants, comme celui dans le film 42, finalement attribué à Harrison Ford, et d'un film de son ancien réalisateur, Warren Beatty. Il envisagea aussi de reprendre son rôle dans un remake américain du film allemand Tony Erdmann. Il aimait tellement le film original qu'il convainquit Paramount d'en acquérir les droits afin de pouvoir y tenir le rôle principal. Le projet réunissait de grands noms, dont Kristen Wiig à ses côtés et Adam McKay à la production. Bill Murray fut un temps envisagé pour le rôle, mais l'intérêt de Nicholson le fit changer d'avis. Cependant, après 18 mois de préparation, Nicholson décida de se retirer du projet. Le projet a dû être remanié et la réalisatrice, Lisa Cholodenko, a pris en charge l'écriture et la réalisation. Si Nicholson était resté, cela aurait été son premier film depuis Comment le savoir. Aujourd'hui, Nicholson coule des jours paisibles dans sa villa de Beverly Hills, une propriété qu'il a achetée à Marlon Brando en 2005 pour 5 millions de dollars. La maison vaut désormais bien plus et fait partie de son patrimoine immobilier estimé à 400 millions de dollars. Elle regorge de souvenirs de sa carrière légendaire, notamment des scénarios originaux et des affiches de films. La demeure est devenue son refuge privé et même ses amis les plus proches s'y rendent rarement. Nicholson a délibérément choisi cette vie plus paisible. Le producteur Lou Adler a confié que Nicholson vit exactement comme il l'entend. Il consacre son temps à ce qui le rend heureux, mange ce qui lui plaît et profite de sa vie privée. Malgré les rumeurs concernant sa santé, Bill O'Reilly, qui l'a rencontré récemment, a confirmé que Nicholson est toujours en pleine possession de ses facultés mentales. Il se tient au courant de l'actualité, regarde les informations et pose des questions pertinentes. Nicholson se fait rare en public ces derniers temps, mais il a fait une apparition exceptionnelle lors d'un match des Lakers en séries éliminatoires le 28 avril 2023. Le personnel de la salle s'est mis en quatre pour l'accueillir. Il a été conduit par une rampe privée réservée aux joueurs, puis escorté par des couloirs secrets jusqu'à sa place au bord du terrain. Lorsque la foule l'a aperçu sur l'écran géant, elle a explosé de joie, surtout lors de la diffusion d'extraits de Shining accompagnés de sa réplique culte « Voici Johnny ». Même LeBron James est venu le saluer, témoignant du profond respect et de l'admiration que Nicholson inspire encore. Et c'est parce que Nicholson est lui aussi un grand fan des Lakers. Pendant 53 ans, il a été un spectateur assidu, assistant aux 12 titres de champion remportés par les Lakers depuis sa place près du banc des visiteurs. Son amour pour l'équipe était tel qu'il modifiait son emploi du temps pour ne pas manquer les matchs. Il a même inclus des clauses spéciales dans ses contrats pour s'assurer de ne manquer aucun match des Lakers en séries éliminatoires. Durant l'ère Showtime dans les années 1980, son implication était telle qu'il n'a manqué que 16 matchs à domicile en une décennie. Nicholson était devenu une figure incontournable des matchs, à tel point que l'équipe des relations publiques des Lakers intégrait des mises à jour le concernant, baptisé Jack Watch, dans ses notes d'avant-match destinées aux médias visiteurs. Le comportement de Nicholson au bord du terrain l'impliquait beaucoup, parfois même un peu trop. On se souvient notamment de son altercation avec Jack Ramsey, l'entraîneur des Portland Trail Blazers, qui avait demandé à la NBA d'empêcher Nicholson de s'asseoir si près du banc des visiteurs. Ramsey pensait que Nicholson aidait les Lakers en leur transmettant des instructions.
Au début des années 1980, lors d'un autre incident tendu, l'entraîneur des Bulls, Dick Motta, s'en prit à Nicholson après que l'acteur lui eut attrapé la jambe pendant un match. Motta lui lance: « Si tu veux entraîner, achète ta propre équipe. » Et des années plus tard, pendant les séries éliminatoires de 2006, le Star des Suns, Steve Nash, accusa Nicholson de s'approcher tellement près des regroupements de l'équipe qu'il semblait vouloir voler des actions. L'une des manies de Nicholson était son utilisation de jumelles de théâtre lors des matchs, une pratique qui a débuté en 1975 suite à sa frustration face aux décisions arbitrales. Les arbitres avaient même été avertis de la présence de Nicholson et de ses lunettes. Il ne se contentait pas de les utiliser pour suivre le match, mais aussi pour faire valoir son point de vue, n'hésitant pas à fusiller du regard les arbitres après une décision qui lui déplaisait. En 1984, lors d'un épisode mémorable, Nicholson suivit un arbitre avec ses jumelles pendant tout un quart-temps après une mauvaise décision, ce qui finit par pousser l'arbitre à enfreindre le protocole et à lui parler en plein match. La série de matchs consécutifs de Nicholson avec les Lakers prit fin avec la pandémie de COVID-19. Après avoir assisté à 263 matchs à domicile d'affilée, à moins d'un empêchement professionnel, il ne peut être présent pour voir les Lakers remporter le championnat NBA 2020 dans la bulle d'Orlando. C'était la première fois depuis 1972 qu'il manquait un titre des Lakers en personne. Son dernier match avant la pandémie remontait au 19 octobre 2021, où il portait un masque lors de la défaite des Lakers face à Golden State. Malgré cette interruption, Nicholson demeure l'un des supporters les plus emblématiques de l'histoire de la NBA.